Merci, Dr. Osleti. Donc, bonsoir tout le monde. Je remercie d'abord la GOB et je remercie mon ami Dr. Mouchal Mourali de m'avoir invité. C'est ma première fois parmi vous, mes amis et confrères gynéco. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là aussi à Bizerte. En plus, ça change un peu de l'ambiance morose de Beb Saadou. Donc, moi, je vais vous parler, on va parler un peu de science-fiction. Je vais vous parler des implications de la classification moléculaire du cancer de l'endomètre. C'est très à la mode en ce moment. Donc, pour faire plaisir à Sikushpat, une petite intro avec un peu de chiffres. Le cancer de l'endomètre, c'est le 5e cancer de la femme. Selon les données du Globocan 2018, il y en a à peu près 382 000 nouveaux cas ont été rapportés et 89 929 décès, ce qui est quand même énorme. L'incidence du cancer de l'endomètre, malheureusement, vous savez qu'en Tunisie, le registre du cancer s'est arrêté à 2009. Donc, on a recensé entre 2007 et 2009 3,8 pour 100 000 habitants selon le registre. Inch'Allah, on aura d'autres chiffres très prochainement. L'adénocarcinome de l'endomètre, c'est la tumeur maligne la plus fréquente du corps utérin, loin devant les tumeurs mésenchymateuses malignes. Donc, certes, la prise en charge du cancer de l'endomètre, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Certes, nos amis radiologues, comme nos amis gynécologues, c'est la pièce angulaire de la prise en charge. Les amis anatomopathologistes sont au centre carrément de la prise en charge. Et vous allez voir que de plus en plus, ils sont la pièce maîtresse de cette prise en charge dorénavant. Si bien que l'étude Portec 3, que vous connaissez tous, que Dr. Kushbat va nous en parler tout à l'heure, en fait, ils ont revu d'une manière centralisée tous les cancers de l'endomètre qui ont été au risque, donc qui ont été inclus dans cet essai-là. Et on ressort clairement que dans cet essai-là, quand on a revu tous les cancers de l'endomètre, il y a eu 43% de discordance, donc des types histologiques différents, des items et des facteurs pronostiques qui n'ont pas été retrouvés ou d'autres qui ont été retrouvés. Et ainsi, il y a eu 8% de patients qui ont été exclus de l'essai, ce qui est quand même énorme pour vous dire que la lecture primordiale de la première lame de la biopsie du cancer de l'endomètre et évidemment de la pièce opératoire par la suite pour une bonne prise en charge du cancer de l'endomètre. Alors jusque-là, classiquement, vous connaissez tous la classification de Bockmann. C'est une classification binaire en fait. On a le type 1 et le type 2 qui jusque-là sont toujours d'actualité. Donc on a le cancer de l'endomètre type 1. C'est un cancer de l'endomètre qui est hormonodépendant. Ça survient chez les femmes entre 50 et 60 ans. Le précurseur, c'est une hyperplasie avec atypie. C'est en général, sur le plan histologique, des adénocarcinomes endométrioïdes et mucineux. La survie est très bonne à 5 ans, puisqu'elle est de 80%. Et très généralement, on trouve des mutations pétènes et bêta-caténines. En l'occurrence, on a les cancers de l'endomètre type 2 qui sont beaucoup plus agressifs, qui sont non hormonodépendants, qui arrivent chez des femmes plus âgées. Le précurseur, il est très différent puisque c'est des carcinomes intraépithéliaux et c'est en général des adénocarcinomes type séreux, c'est des carcinomes à cellules claires ou c'est des carcinosarcomes, avec des survies globales à 5 ans qui sont autour de 40%, donc c'est à peu près la moitié. Et on a très souvent des mutations P53. Cependant, cette classification binaire qui a commencé à être un peu la pièce centrale de la prise en charge des cancers de l'endomètre, on a vu un peu des choses changer depuis quelque temps, puisque la valeur pronostique de cette classification binaire, elle devient un peu incertaine, puisqu'on a 20% des carcinomes épidermoïdes de type 1 qui rechutent, qui sont connus un peu de bon pronostic, et en contrepartie, on a 50% de type 2 qui ne rechutent pas. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Et puis, on a plus de 15 à 20% des tumeurs endométrioïdes, donc de type 1, qui sont au fait de haut grade, et leur place dans ce modèle binaire n'est plus claire. Donc, on commençait d'ores et déjà à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, et en fait que tous les cancers de l'endomètre ne sont pas le même cancer de l'endomètre. Même au sein du type 1, il y a des différences, et au sein du type 2, il y a des différences. Il y a des types 2 qui sont désormais moins agressifs que les types 1, il y a des types 1 qui sont plus agressifs que les types 2. Et on a commencé à chercher, et en fait, au niveau... Et la réponse, elle vient de la biologie moléculaire, tout simplement, puisque quand vous voyez le type 1, bon, on voit pas bien le curseur, pardon. Quand on voit au niveau du type 1, on voit en fait toute une panoplie d'altérations géniques. Ça va de la classique altération pétène, qu'on retrouve dans 75 à 85% des cas seulement, à la mutation RAS, à l'altération EGFR,
à la bêta-caténine qu'on voit tout compte fait que dans 25% des cas, qu'on pensait beaucoup plus dans les types 1. Et quand on regarde de plus près les types 2, on voit même au sein du CRE même, les anomalies génomiques sont très différentes. Au sein du carcinosarcome, pareil, tous les carcinosarcomes ne sont pas pareils et les cellules claires aussi sont très différentes d'un cancer à l'autre. Certes, la mutation P53, elle est très prépondérante dans les types 2, mais il y en a d'autres qui sont qu'on retrouve qui ressemblent un peu au type 1. Alors de là, elle est apparue la nouvelle classification moléculaire qui vient d'être validée et désormais, les cancers de l'endomètre sont classés en 4 sous-types moléculaires. On a donc le type 1, c'est le pôle muté. C'est la première colonne que vous voyez à gauche. Alors, le pôle muté, les cancers de l'endomètre pôle muté, c'est des cancers de l'endomètre qui présentent une charge mutationnelle très importante. C'est des cancers de l'endomètre, retenez que c'est d'excellents pronostics, quel que soit ce qui se passe après, quel que soit ce qu'il y a comme d'autres anomalies. À côté de ça, le deuxième type, on a les cancers de l'endomètre qui sont déficients MMR. Vous savez que le système MMR, c'est le système qui corrige un peu les erreurs génétiques, les erreurs de lecture dans le génome humain. Quand on est déficient, en fait, la cellule, elle va accumuler les erreurs génétiques, les erreurs de lecture, les erreurs de duplication et autres. Donc, on va avoir plusieurs anomalies qui vont pas être corrigées au fil du temps et ça fait que ça donne des cellules tumorales qui sont instables sur le plan génomique. Donc ça, c'est le type 2, c'est MMR déficient ou ce qu'on appelait avant plus communément type MSI, donc pour instabilité microsatellitaire. Et ces tumeurs-là sont à pronostic intermédiaire et ça rentre très souvent dans les cadres de syndrome de Lynch. Le cancer de l'endomètre type 3, c'est le P53 muté. C'est ce qu'on trouve classiquement très souvent dans les cancers de l'endomètre type 2, donc les séreux, les carcinosarcomes ou les cellules claires. C'est de très mauvais pronostics. Et reste à la fin, le type 4, c'est en fait les non définis, c'est-à-dire on va pas trouver de mutation pôle, on va pas trouver de déficience MMR et on va pas trouver de P53 muté. Donc ça reste un peu un type orphelin pour l'instant, mais je pense que ça va venir. On va retrouver très bientôt des mutations. Et ce type 4, en fait, il a un pronostic intermédiaire à excellent. Donc, ça reste un peu intermédiaire entre ces trois types que je viens de citer. Alors, il faut savoir que le MMR déficient, c'est le type le plus communément retrouvé, suivi par les non définis, suivi par les pôles mutés malheureusement, et à la fin, c'est les pôles mutés qui sont de meilleurs pronostics. Et quand vous voyez sur les courbes, donc le pôle, c'est ce que vous voyez en haut, c'est la courbe la plus élevée, c'est parce qu'ils ont le meilleur pronostic, suivi des déficients MMR, suivi des non spécifiques, et enfin, à la fin, les plus mauvais, c'est les P53. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire nos amis anatomopathologistes devant un cancer de l'endomètre, que ce soit un type 1 ou un type 2? Tout simplement, ils vont commencer par rechercher la mutation pôle par biologie moléculaire. Quand ils vont retrouver que c'est muté, ils vont s'arrêter là. Ils vont pas aller chercher les autres parce qu'en fait, c'est des tumeurs qui sont de bons pronostics, quel que soit ce qui va se passer ailleurs. Par contre, s'ils vont pas trouver la mutation pôle, ils vont aller chercher le système MMR. Quand ils vont trouver une déficience du système MMR, ils vont s'arrêter là et ça va être un cancer de l'endomètre MSI ou DMMR pour déficience système MMR. Par contre, quand il n'y a pas de déficience du système MMR, ce qu'on appelle proficient MMR, ils vont chercher la mutation P53. Quand ils vont la retrouver, il va être classé P53 muté. Quand il ne va pas être retrouvé, il va être classé non spécifique, donc MSS P53 non muté. Donc ça, c'est l'algorithme de nos amis anatomopathologistes. Et désormais, on a une nouvelle classification maintenant quand vous ouvrez les recommandations de l'ESGO. À gauche, oui, c'est la gauche. À gauche, vous avez l'ancienne classification, donc qu'on connaît tous, hein, le bas grade, l'intermédiaire, et maintenant, vous savez tous qu'on a désormais un stade intermédiaire, les stades 2, maintenant, c'est des hauts intermédiaires, et on a les hauts risques. Et à droite, vous avez la nouvelle classification moléculaire où on classe les tumeurs selon leur biologie moléculaire. Alors, quand ils sont pôle mutés, ils sont automatiquement bons pronostics, quel que soit le stade. Et après, on va aller chercher les MMR, le P53
Et c'est tout, c'est 3. Alors, qu'est-ce que ça change actuellement en 2021, cette classification moléculaire? Ça peut aller de l'immunothérapie à la chimiothérapie, ça peut aller à une désescalade de traitement en adjuvant, surtout en post-opératoire, comme ça peut aller carrément à un changement de stratégie entre immuno et chimiothérapie. Alors, en situation adjuvante, on va voir d'abord, et secondairement, on va voir en situation métastatique comment cette biologie moléculaire peut changer notre conduite à tenir. Alors, en situation adjuvante, on a revu un peu les résultats de l'essai Portec. Donc, c'est des études qui ont été planifiées dès le départ, certes, mais pas assez de puissance pour montrer une certitude, une evidence-based type A. Donc, ils ont revu les résultats de l'essai Portec. Portec, je vous rappelle que c'était pour les hauts grades, donc radiothérapie versus radiochimiothérapie. C'était pour une escalade de traitement dans les hauts risques. Est-ce qu'il ne faut pas les traiter plus? Donc, ils ont revu 410 cancers de l'endomètre. En études de biologie moléculaire, ils ont trouvé 22% qui étaient P53 mutés, ils ont trouvé 12,4% qui étaient Pol mutés et 33% qui étaient MMR déficients et 31% qui étaient non spécifiques. Alors, quand on regarde de plus près ce qui se passe, dans les P53 mutés, remarquez bien qu'ils ont trouvé quand même 4% de grade 1-2 et surtout, ils ont trouvé beaucoup de stades avancés, stade 3B et stade 3C, mais aussi ils ont trouvé beaucoup de stades 1A, 1B, P53 mutés. Et quand on regarde les pôles mutés, dans les pôles mutés, il y a beaucoup de grade 3, il y a beaucoup de stades avancés, stade 3 et 4, et dans les MMR, pareil. Donc, quand ils ont revu par rapport au traitement, donc les malades étaient bien balancés entre le bras radiothérapie et le bras chimio-radiothérapie, quel que soit le sous-type histologique. Alors, les courbes sont très intéressantes par contre. Donc, ils ont retrouvé les mêmes résultats que l'Atlas Génome, donc que les P53 mutés sont les plus mauvais pronostics et les Pol mutés sont les meilleurs en survie sans progression et en survie globale. Et encore plus intéressant, quand ils ont regardé les études de sous-groupe, alors, ce qu'il y a en haut, c'est pour les P53 mutés. Les P53 mutés, c'est les plus mauvais. Et ce qu'il ressort de ces courbes-là, c'est que c'est le sous-groupe qui bénéficie le plus de l'escalade de traitement. C'est-à-dire que c'est le sous-groupe qui bénéficie le plus de rajout de chimiothérapie en post-opératoire. Par contre, pour les pôles mutés, qui est de meilleurs pronostics, en fait, qu'on fasse ou pas de chimiothérapie plus la radiothérapie, ça change rien au pronostic. Et en fait, ça en garde la même survie globale. Vous voyez très bien que les deux courbes sont parfaitement superposables. Pour les autres sous-groupes, en fait, les MMR et les non spécifiques, les choses sont un peu moins claires. A priori, pour les non spécifiques, il y aurait une tendance vers un bénéfice avec la chimiothérapie, mais c'est pas très clair. Et je pense que c'est dû au manque de puissance de test. Et pour le groupe MMR, a priori, on pourrait se contenter d'une radiothérapie post-opératoire, pas de chimiothérapie. Il y a un essai qui est en cours, on n'a pas encore les résultats, mais c'est le premier essai phase 3 randomisé dès le départ où les malades vont être randomisés selon leur biologie moléculaire. C'est en adjuvant, l'essai, il pose la question de la curithérapie vaginale, donc en post-opératoire pour les patients au grade risque intermédiaire et haut risque. C'est un essai, donc, ça, c'est les recommandations de l'ESMO de la curithérapie vaginale que vous connaissez certainement tous. Mais en fait, c'est un essai qui est très intéressant parce qu'il va inclure les mêmes patients qui sont susceptibles d'avoir une curithérapie vaginale en post-opératoire. Donc, les mêmes patients recommandés par l'ESMO. Donc, premier objectif de l'essai, c'est la récurrence vaginale. Et en fait, ils vont randomiser les malades selon leur profil moléculaire entre faire une curithérapie vaginale ou ne pas faire de curithérapie vaginale selon le risque évidemment défini par la nouvelle classification moléculaire. Tout ça versus le bras standard. Donc, résultat en attente. Non, je sais pas, c'est prévu pour quand? Peut-être que Dr. Kushpat, il a une idée. Donc,
peut-être que dans le futur, cette classification moléculaire va changer un peu notre attitude post-opératoire vers une désescalade pour les pôles mutés certainement et une escalade pour les P53 mutés et peut-être pour les MMR ou les non spécifiques, on n'en sait rien. Alors, en situation métastatique rapidement, il y a des choses, ça bouge parce que vous savez que le cancer de l'endomètre, c'est un peu l'orphelin de la thérapie ciblée en oncologie médicale. Mais en fait, les choses changent petit à petit. Il y a quelques petits essais, quelques petites phases 2. Il y en a qui sont décevantes, mais il y en a d'autres qui sont très prometteurs. Alors, première cible thérapeutique, c'est l'HER que vous connaissez tous dans les cancers du sein. Eh ben, le trastuzumab, qui est l'anti-HER, c'est très décevant dans le cancer de l'endomètre pour l'instant, donc on oublie pour l'instant, mais peut-être qu'il y en aura d'autres pistes. L'erlotinib, c'est un anti-EGFR. Le EGFR, c'est un facteur de croissance qu'on trouve sur la cellule tumorale. C'est un produit qu'on utilise beaucoup dans le cancer du poumon, EGFR muté. Dans le cancer de l'endomètre, on arrive à avoir des taux de réponse objective aux alentours de 12,5%. Donc, peut-être une piste dans le futur pour les cancers de l'endomètre qui ont un EGFR muté. La voie PI3K, PTEN, AKT, c'est aussi une voie qu'on connaît tous dans le cancer du sein. C'est une voie qui est très intéressante avec les inhibiteurs du mTOR, les inhibiteurs du mTOR qui vont agir à ce niveau-là pour bloquer cette voie-là. Donc, aussi, c'est une piste assez intéressante puisque 30% dans les types 1 et 20% dans les types 2, cette voie-là est activée. Donc, dans les premiers essais, on a à peu près 7 à 20% de réponse objective, 30 à 70% de stabilité. Ça pourrait faire une bonne cible et c'est surtout valable pour les patients qui sont chimio-naïfs, c'est-à-dire en première ligne. L'angiogénèse, pareil, le VGEF, donc c'est un facteur de croissance vasculaire donc à la surface de la cellule. Dans les stades avancés, on le retrouve dans les tumeurs agressives plus que dans les tumeurs moins agressives, notamment dans les types 2 et quelques phases 2 qui commencent à sortir avec des réponses objectives et des survies en progression qui sont assez intéressantes. Il y a d'autres phases 3 qui vont suivre et ça pourrait aussi on pourrait avoir des surprises. Alors, et pour finir, donc l'immunothérapie, c'est un peu la star de l'oncologie médicale en ce moment. Et l'endomètre, ça arrive dans le cancer de l'endomètre, puisque quand on a regardé en fait les cancers de l'endomètre qui sont pôle mutés et les cancers de l'endomètre qui sont MSI, donc avec une instabilité microsatellitaire, on a trouvé un peu la même prévalence en matière de mutation que le mélanome. Et vous savez que le mélanome, c'est le premier cancer qui a fait la révolution en matière d'immunothérapie, puisqu'on a des résultats très intéressants maintenant avec l'immunothérapie dans le mélanome. Donc, on s'était dit, pourquoi pas essayer l'immunothérapie dans les cancers de l'endomètre, pôle muté ou MSI high. La Keynote 158, c'est un essai qui est assez intéressant parce qu'en fait, il a regroupé plusieurs cancers, pas que l'endomètre, mais tous les cancers qui étaient MSI high. Et en fait, clairement, on a des réponses qui peuvent aller jusqu'à 57% donc de taux de réponse objective dans les tumeurs MSI, ce qui est quand même assez intéressant. Ça aussi, c'est une autre immunothérapie de Dostarlimab. Donc, les noms sont assez difficiles, mais bon, on les retiendra, je pense, au fur et à mesure. Pareil aussi avec des taux de réponse qui avoisinent les 50%. Donc, ça peut être très, très intéressant. Et après, Et après, on s'était dit, et pour les MSS, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Oui, l'immunothérapie, ça marche dans les MSI, mais pour les MSS, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Et on a commencé, en fait, à faire des combinaisons immunothérapie, anti-EGFR, immunothérapie, anti-VEGF, anti-angiogénique. Et ça, c'est un premier essai. Donc, c'est un essai 1B2, c'est un essai de faisabilité qui a été aussi, qui a randomisé les patients selon leur biologie moléculaire. Donc, immunothérapie associée à l'envantinib et clairement, en fait, très intéressant dans les cancers de l'endomètre non MSI, donc avec une stabilité, ça marche avec des réponses objectives de l'ordre de 34%. Donc l'immunothérapie, c'est pas fini pour les MSS. Certes, ça marche chez les MSI, mais pour les MSS, ça peut marcher aussi en les associant à d'autres. Et il faut savoir que le pembrolizumab associé au lenvatinib a été déjà approuvé aux États-Unis. En conclusion, il y a un passé, un présent et un futur.
Le passé, c'est la classique classification binaire qui est toujours d'actualité aujourd'hui, hein. Les recommandations n'ont pas changé, c'est ce qu'on utilise et c'est ce qu'on utilisera euh, encore pendant quelques temps jusqu'à ce qu'il y ait des essais plus costauds en matière de puissance et pour avoir des recommandations assez robustes. Et quand on voit un peu les recommandations de Saint-Paul-de-Vence et les recommandations de l'ESGO, clairement, en fait, il recommande la recherche systématique en immunohistochimie du P53 et du statut MMR. Le statut MMR, surtout quand il y a une suspicion de syndrome de Lynch chez les patients jeunes. Et la recherche de la mutation Paul pour l'ESGO devrait être mise dans le bas risque et risque intermédiaire avec un bas grade histologique. Pour demain, ça va être certainement un traitement à la carte en fonction du statut moléculaire. Et je vous annonce à la fin donc une très très bonne nouvelle dont je suis très fière parce qu'à l'Institut Salah Hazzaiz, désormais, la plateforme elle est pratiquement fonctionnelle, hein, et c'est juste quelques mises au point. Et on va désormais commencer la biologie moléculaire dans le cancer de l'endomètre. Ils ont commencé déjà à faire le MMR en immunohistochimie et la biologie moléculaire à la recherche du P53 et de la mutation Paul, elle va démarrer incessamment sous peu. Et je vous remercie.